Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Question que j'ai déjà posée en dehors caméra, en dehors conférence, mais que j'ai peut-être pas entendu. Pourquoi est-ce que du coup, le frère de Jacqueline n'a pas rejoint la Légion noire de Mirabeau et l'armée des immigrés? Alors, ah oui, parce qu'en fait, Auguste, donc, parce qu'il y a deux frères de Monsieur Henri. Il y a Louis et il y a Auguste. Louis, il a combattu aux Antilles, parce qu'il était un peu plus âgé qu'Auguste. Il a combattu aux Antilles pendant la Révolution. Et Auguste, lui, il a passé pendant toute la Révolution en Angleterre, comme je disais, parce qu'il était enfant. Et au moment de la période directoire consulat, il sert dans la marine anglaise. Personne n'est parfait, mais bon, il est en émigration en Angleterre à ce moment-là, donc il faut bien se mettre dans le contexte. Et pourquoi il n'a pas combattu dans l'armée de Mirabeau? C'est parce que il est revenu en 1802, au moment de la loi d'amnistie de Napoléon. Donc il est revenu en Vendée, mais avec le projet de rester sur ses terres et de pas s'engager dans la vie dans la vie publique. Mais il va être forcé de s'engager dans l'armée impériale, parce que je vous disais, Napoléon, il a quand même une grande admiration pour les Vendéens. Il voulait absolument un La Roche-Jacquelin dans son armée. Donc Louis de La Roche-Jacquelin, l'autre frère, je vous ai dit, il y a Henri, Louis et Auguste. Henri, donc mort en 94, donc il reste Louis et Auguste. Et Napoléon a fait pression sur Louis pour qu'il s'engage dans l'armée napoléonienne. Sauf que Louis, il prend en prétexte qu'il a plusieurs enfants, il a 8 enfants, et en plus il est en mauvaise santé. Donc finalement, c'est sur Auguste que Napoléon va jeter son dévolu. Donc d'abord, il emprisonne Auguste parce qu'il refuse de combattre dans l'armée napoléonienne. Et donc, sous la menace d'être emprisonné à vie, eh bien, Auguste est obligé de servir dans l'armée impériale. C'est pour ça qu'il va combattre dans la Grande Armée comme sous-lieutenant de carabinier. Et vous voyez, le titre, c'est Auguste le Balafré, c'était son surnom parce qu'il a reçu à la bataille de la Moskova une blessure, un coup de sabre cosaque au visage, qui va être une cicatrice qui restera à vie. Et il va être fait prisonnier par les Russes. Et en fait, il va revenir en France en 1814. Et en 1815, comme je l'ai dit, il y a le soulèvement vendéen contre Napoléon, au moment du retour de Napoléon de son exil de l'île d'Elbe. Et Auguste va prendre part au combat en Vendée. C'est pour ça qu'il combat en Vendée et non pas dans d'autres régions. Voilà. Ça va être un des principaux chefs de cette guerre de Vendée du 115, même si elle est assez courte, elle ne dure qu'un mois. Voilà. Il prendra part également au soulèvement du 132. Mais là, c'est encore plus anecdotique puisque c'est encore plus court. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis peut-être allé un peu vite sur certaines choses, mais s'il y a des détails, des choses qui ne sont pas claires ou vous n'êtes pas d'accord, je n'ai pas connaissance infuse sur les guerres de Vendée, donc si vous avez considéré un échange, vous allez peut-être poser la question, est-ce que c'est un génocide ou non? Voilà, je ne suis pas juriste, mais peut-être que vous connaissez cet auteur que je conseille. J'ai conseillé à un monsieur hier qui n'était pas trop d'accord avec moi, que vous avez peut-être vu, qui disait que c'était pas un génocide parce que les Vendéens ne sont pas un peuple bien déterminé comme les Juifs ou les Arméniens. Sauf que il y a un juriste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jacques Villemain qui a écrit 2 livres sur le génocide vendéen parce que ce juriste, qui est quand même pas n'importe qui puisqu'il travaille à la Cour pénale internationale, était convaincu qu'il n'y avait pas de génocide en Vendée. Il a rencontré un célèbre historien que vous connaissez sans doute qui s'appelle Reynald Secher en lui disant ce que vous dites c'est pas vrai. Et Reynald, que je connais bien, c'est pour ça que je me permets de l'appeler ainsi, eh bien, lui dit « Est-ce que vous avez lu mes livres ?» Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais juste lisez mes livres. Donc, il a lu ses livres, et ensuite, Jacques Villemain vient le voir, plusieurs mois après, et lui dit « J'ai lu vos livres, mais je pense qu'en fait, vous êtes en dessous de la vérité. » Et donc, il a fait ses propres recherches, et c'est pour ça qu'il a publié 2 bouquins donc, sur le génocide vendéen. Donc, je vous incite à lire ces bouquins. Bon, c'est assez aride, parce que c'est un travail de juriste, c'est pas du tout un historien, mais il montre simplement d'après des critères juridiques en quoi c'est un génocide. Et il dit que si ça avait eu lieu maintenant, ces massacres en Vendée, ce serait considéré comme un génocide. Parce que ce qui compte, je termine juste par là, ce qui compte, c'est pas d'être un groupe racial en soi, une race, une ethnie, comme vous préférez, c'est un mot choc, mais c'est tout groupe qu'on stigmatise, soit pour ses orientations politiques, religieuses, sexuelles. C'est un groupe qu'on veut exterminer. Donc c'est pour ça que les Vendéens cochent toutes les cases. Et en plus, les Vendéens étaient considérés comme une race par les républicains, par les révolutionnaires. Ce qu'ils le disent dans leur texte, c'est une race rebelle, une race exterminée, une race maudite. Donc on a vraiment des termes racistes qui apparaissent dans les termes de la Convention. Donc c'est pour ça que c'est vraiment considéré comme une race par les républicains. Et comme le dit très bien Jacques Villemain, je termine, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si les gens qui sont massacrés forment une race ou une ethnie en soi. Ce qui compte, c'est l'intention de celui qui commet le massacre. Il prenait l'exemple qui est un petit peu, indiscutable, c'est que
il faisait une conférence auquel j'avais assisté. Il disait, si quelqu'un vient me poignarder pendant ma conférence en me traitant de sale juif, ce sera considéré comme un acte antisémite, même si je ne suis pas juif. Parce que ce qui compte, c'est l'intention de celui qui commet le meurtre. Donc c'est pour ça que finalement, moi je suis pas juriste, encore une fois, il y a peut-être des juristes dans la salle, mais cet argument, il est imparable. Puisque ça montre bien que c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc je vous engage à lire ces 2 livres de Jacques Villemin. Oui, il me semble même qu'il y a eu le terme de populicide. Oui, voilà, exactement. Un révolutionnaire qui était donc loin d'être royaliste, qui s'appelait Gracchus Babeuf, qu'on considère comme l'ancêtre du communisme, puisqu'il a fait une conspiration sous le directoire pour mettre en place l'égalité réelle. Donc Gracchus Babeuf, eh bien, il a fait une brochure à charge contre Carrier. J'en ai pas parlé, mais vous savez, Carrier, c'est un sinistre personnage, un représentant du peuple en mission, donc un député, qui a fait beaucoup de massacres à Nantes, notamment noyades dans la Loire, les fameux mariages républicains. Et il a laissé aussi un triste souvenir. Et donc, c'est Gracchus Babeuf, au moment du procès de Carrier, qui a écrit une brochure une brochure à charge contre Carrier, en l'accusant donc d'avoir commis un populicide. Voilà. Et finalement, quand on regarde populicide et génocide, il n'y a pas de grande différence. Parce que populicide, c'est le terme latin, populus, et génocide, génos, en grec. Donc finalement, ça renvoie un peu à la même chose. Sauf que finalement, on pourrait même dire, parce que j'ai des amis historiens qui préfèrent le terme de populicide, parce qu'il est plus contemporain que le terme de génocide. Vous savez qu'il date de la Seconde Guerre mondiale, le terme génocide. Ils préfèrent le terme populicide parce qu'ils trouvent que c'est plus large, finalement. Parce que un génocide, c'est vraiment un groupe qu'on tue. Alors que le populicide, c'est on tue le peuple. Alors, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent le terme de populicide. Et qui est en plus moins sujet à débat. Parce que comme vous le savez, le terme génocide est encore anime beaucoup les discussions entre historiens. Oui, monsieur. Pour revenir sur les soutiens étrangers dans le système aujourd'hui, à part l'Angleterre, je ne peux pas dire qu'ils nous a vraiment soutenus, mais à part l'Angleterre, quelle autre nation s'est engagée? Il n'y a pas eu réellement de soutien. Vous voulez dire au niveau des armes qui étaient envoyées ou des hommes? Des armes, des équipements. C'était de temps en temps donc les Anglais qui déposaient des armes sur la côte. Donc c'est surtout Charette qui en a profité un petit peu parce que c'est lui qui était plus sur le côté côte vendéenne, puisque l'armée catholique et royale était plus dans les terres. Mais voilà, il n'y a pas eu énormément de soutien significatif. Au niveau des hommes, c'est plus les princes immigrés qui ont, avec le débarquement de Quiberon en 95, mais c'était déjà assez tard parce que à ce moment-là, en 95, la Vendée n'avait plus la même ampleur qu'en 93. Voilà, il n'y a pas eu de soutien significatif. Mais comme je disais, individuellement, il y a quand même des princes immigrés qui sont venus se battre. Il y a eu aussi des Chouans qui ont combattu avec les Vendéens. Le fameux Cadoudal, il a fait ses premières armes avec les Vendéens au moment de la virée de Galerne. Parce que quand les Vendéens sont allés, donc on traversait la Loire, là, je vous disais, pour aller en Bretagne et en Normandie, eh bien, il y a des bandes de Chouans qui sont venus s'agréger à eux, notamment Jean Chouan, que vous connaissez peut-être, à qui on doit la chouannerie. Jean Chouan, Jean Cotreau, dit Jean Chouan, qui a combattu aussi avec les Vendéens. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres soutiens. Et sur les soutiens moraux, notamment dans la presse étrangère, on a des informations là-dessus? En fait, il y avait visiblement, les pays étrangers avaient connaissance de ce qui se passait, puisque alors ça c'est notamment, ça c'est la toute fin de l'épopée de Charette. Il y a le général Souvorov qui est grand général russe, considéré comme un des meilleurs généraux de l'histoire. Le général Souvorov, on dit qu'il était un général invaincu, qui avait écrit une lettre à Charette à la fin de l'année 95, quelques mois avant sa capture, en lui disant une lettre dithyrambique dans le ton de l'époque, en disant les yeux du monde libre vous regardent. Enfin voilà, ce qui montre que Charette était quand même connu à l'étranger, mais auprès d'une certaine élite sans doute. Mais bon, il faut aussi se mettre dans le contexte. La Révolution, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite aussi. Il faut bien imaginer les communications qui sont lentes à l'époque et les événements s'enchaînent rapidement. Donc c'est aussi sans doute pour ça qu'il n'y a pas eu de soutien significatif de la part de l'étranger. Et après, il faut bien dire aussi, les princes émigrés avaient quand même un certain dédain pour les Vendéens et les Chouans. On voit bien à Quiberon, il y a un certain dédain. Ces émigrés, il y en avait des très braves, je ne suis pas en train de dire le contraire, la petite noblesse, comme Chateaubriand, mais la haute noblesse, ils continuaient un petit peu à vivre comme à Versailles, Coblence, ça s'amusait plus qu'autre chose. Malheureusement, la petite noblesse qui avait vraiment envie de combattre, était dans une grande misère, et puis elle était maintenue à l'écart par les troupes coalisées. Les troupes coalisées n'avaient pas vraiment envie de combattre avec les immigrés, parce que ce qu'ils voulaient, c'était combattre la France, mais pas réellement remettre la monarchie sur le trône. Bon, après, c'est mon avis, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de connaissances que ça des guerres de Vendée à l'étranger. Mais c'est après, dans les années après, il va y avoir quand même, la Vendée va se reconnaître, puisque vous savez sans doute, j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais il va y avoir toute une littérature sur les guerres de Vendée, sur la chouannerie, au point que
Même Lénine, hein, vous savez, connaissait les guerres de Vendée, avait étudié les guerres de Vendée et va prendre ça pour exemple au moment de la guerre civile russe, en disant il nous faut des Vendées. Donc, ce qui montre qu'auprès d'une certaine élite, dans les pays étrangers, il y avait une connaissance des guerres de Vendée. Voilà. Et Solzhenitsyn, vous savez, le grand Solzhenitsyn, qui va venir en Vendée en 93 pour commémorer le bicentenaire du soulèvement vendéen. Il va venir en Vendée pour inaugurer un mémorial, le Luxembourg-Boulogne. Et il disait lui-même, dans mon enfance, j'ai lu des livres sur les guerres de Vendée, et je ne savais pas que dans mes vieux jours, eh bien, j'allais venir rendre hommage au peuple vendéen. Et c'était un acte très fort, cette venue en 93, parce que c'était au moment où il revenait d'exil des États-Unis pour rentrer en Russie. Donc c'était vraiment un grand événement en Vendée. Donc ce qui montre, voilà, à travers l'exemple de Lénine, Solzhenitsyn, qu'il y a une élite, notamment en Russie, mais c'est sans doute le cas dans d'autres pays, qui connaissait les guerres de Vendée. Quoi. Mais ça s'est fait plus tard. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais...